j'avais 19 ans quand j'ai commencé ici. Ouais. Maintenant, j'ai 56. Et depuis lors, tous les matins au boulot? Ah ouais, toujours. Ben voilà, ça avant, il nous disait, le père Villaret, que cette porte, il y a cette fente, à force de taper dessus, là. Ça l'a fait. Et puis, c'est pour un petit anneau là que tu fais tomber pour qu'il fait un creux comme ça dans la porte. Ça dure longtemps. C'est qu'il y a eu beaucoup d'heures de travail. Exactement. Cela fait plus de 200 ans qu'il travaille, non pas Mouroute, mais bien plutôt ce four à feu de bois. 2 siècles que s'y cuisent les croquants Villaret, ce biscuit aux amandes parfumées, à la fleur d'oranger dont la recette est enregistrée au patrimoine culinaire français. Les croquants furent inventés par le boulanger qui à l'époque connaissait quelquefois des difficultés pour rendre la monnaie, car les pièces d'un demi-sou n'existaient pas. Alors, en guise de change, il rendait des croquants. Depuis lors, la recette s'est transmise oralement, de génération en génération, et le croquant Villaret est devenu une spécialité de ce petit coin de France. Il y a une source aquatique, c'est vrai, qui est située dans les jardins de la Fontaine. Et l'origine de ce nom vient d'une divinité gauloise, parce qu'en fait la ville a été fondée par les Celtes, par les Gaulois, et autour de cette source qui est une source pérenne. Et donc on a effectivement attribué une divinité à cette source qui s'appelait Namazat, c'est un dieu des eaux. Et les Romains adoptent ce dieu, l'appellent Nemausus, et on est arrivé finalement au nom de Nîmes. Un crocodile enchaînait un palmier couronné de lauriers. Armoirie de la ville, souvenir d'une campagne victorieuse en Égypte. À l'instar de cette fontaine, Nîmes expose. Nîmes exhibe au travers de ses monuments un passé riche d'histoire, de faits, d'épisodes. Nîmes, c'est le sud, ces terrasses sacrées qui du matin au soir sont baignées par le soleil. On y boit son café, ou plus, si affinité. Nîmes, c'est aussi les spectacles. Le taureau, qui au XIXe siècle devint un culte. La ville le vénère dans son cœur, mais aussi dans ses arènes, lieu de corrida. Construites à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les arènes de Nîmes figurent parmi les plus grandes de la Gaule romaine. Autrefois, plus de 20 000 spectateurs assistaient aux chasses ou autres combats de gladiateurs. Ces arènes ont traversé les siècles et ont joué de multiples rôles tout au long de l'histoire. D'abord, ça a servi de forteresse, lieu de refuge en fait pour la population, donc juste après le déclin de l'Empire romain. Et ensuite, au Moyen-Âge, c'est vrai que ça surprend pas mal de personnes. C'est devenu un quartier d'habitation de la ville. Vous avez jusqu'à 2000 personnes qui ont vécu ici. Dans des conditions finalement qui n'étaient pas pires que celles du reste d'une ville, mis à part la concentration, je dirais, de la population. Et finalement, c'est à la fin du XVIIIe qu'on a l'intention de dégager. On dégage complètement début XIXe sur ordre de Napoléon. Et ce qui nous permet aujourd'hui quand même de retrouver un lieu de spectacle formidable. Au-delà du monument vénérable, c'est l'amphithéâtre le mieux conservé du monde romain, donc on en est quand même très fiers. Dernière née parmi les vins de la vallée du Rhône, l'AOC Costière de Nîmes se décline en 3 couleurs. Les vignes s'étendent sur le versant sud-est de Nîmes, entre Beaucaire, Saint-Gilles, Vauvert et Maine. Ici, les cépages principaux sont la Syrah et le Grenache. Mais là, nous sommes face à une vigne de Grenache, donc un cépage très adapté au sud de la France et très adapté à la sécheresse. C'est des cépages qui ont tendance à avoir des racines très plongeantes. Et dans nos terroirs de galets roulés, les racines ont la possibilité de plonger jusqu'à plus de 15 mètres. Les vignes vont chercher de l'eau en profondeur et ont de quoi se nourrir. En mariant les vins à la gastronomie locale, les artisans de la vigne et de la table s'unissent avec force et passion. Certains d'entre eux vont encore plus loin. C'est le cas de François Collard, du château du Mourgue du Grès qui allie l'art de produire du vin au monde artistique.
Son caveau prend alors la forme d'un musée dans lequel peinture et vin se côtoient, une démarche dynamique qui démontre qu'en Costières de Nîmes, le vin est une histoire, le vin est un art de vivre. À quelques pas des arènes, trône le seul temple du monde antique conservé dans sa configuration originale. La maison carrée, construite au 1er siècle de notre ère, fut dédiée à Caius et Lucius César, petit-fils et fils adoptif de l'empereur Auguste. Un monument de ce type ne survit que parce qu'il est utilisé sans cesse. C'est ce qui fait que, même si le monument est un peu cabossé, parce qu'il porte les traces du temps, c'est un peu comme les rides d'une personne âgée, mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il ait servi d'hôtel de ville, de maison particulière, d'écurie, d'église, eh bien, c'est grâce à ça qu'il a traversé les siècles. Et heureusement, il n'a pas été altéré, il n'y a pas eu de modification importante. Et donc, au 19e, il a été facile simplement de le consolider un petit peu et de le restituer dans l'état d'origine. Nîmes, ville d'art, Nîmes, ville de contraste. Un aspect judicieusement maîtrisé par l'architecte anglais Lord Norman Foster, qui dessina le carré d'art, ce temple de l'art contemporain qui fait face à un autre temple, celui de l'art antique, la maison carrée. C'est vrai que dans un premier temps, ce bâtiment tellement moderne avec un peu une autre échelle, puisque la maison carrée est un petit bijou, c'est un tout petit bâtiment, semblait très étonnant aux Nîmois. Et je crois que c'est là toute la réussite de ce projet, c'est d'avoir créé non seulement un lieu culturel, puisqu'il y a à la fois la bibliothèque de la ville et le musée d'art contemporain qui sont dans le même site, mais d'avoir créé presque une place, un lieu de rencontre, un événement urbanistique qui fait que, je dirais, à tout moment, les Nîmois, mais aussi les touristes, sont toujours attirés vers ce lieu qui est entre les arènes, qui est situé entre les arènes, la Maison Carrée et le Jardin de la Fontaine, qui sont les trois pôles, bien sûr. Quand vous êtes étranger, que vous arrivez à Nîmes, ce sont les trois endroits qui sont à visiter. Début des années 90, la famille Durand découvre des vestiges d'une construction romaine enfouie dans les terres viticoles. À cette époque, ils ne savent pas encore à quel point cette découverte va bouleverser l'organisation de l'exploitation. Rapidement, les propriétaires s'entourent de spécialistes de l'époque romaine. Au bout de quelques mois, la décision est prise. Le Mas des Tourelles va se lancer dans l'étude, la culture et la production de vin, et ce, à la manière des Romains. Les Romains ont beaucoup appris des Grecs, qui ont eux-mêmes appris des Égyptiens. Donc il y a une grande tradition viticole à l'époque romaine, mais on ne comprend pas tout, évidemment. On l'explique, on le décrit, on conseille, on n'explique pas. Aujourd'hui, on explique parce qu'on est devenus des scientifiques et nous avons un certain nombre de clés. Les vins produits dans la région étaient déjà dégustés par les Grecs, puis par les Romains. Au cœur du domaine des Tourelles, un site de fabrication d'amphores fut découvert grâce aux fouilles archéologiques. Des amphores qui, jadis, étaient exportés aux quatre coins de l'Empire. Alors la production d'amphores va de pair avec en fait la production viticole ou la production oléicole. La vigne et l'huile d'olive, deux productions qui nécessitent en fait un récipient pour contenir ces deux matières premières pour le transport et la commercialisation de ces denrées alimentaires, et donc il nous faut des amphores. Et en fait, il faut s'imaginer qu'ici, au cours du 1er siècle, après Jésus-Christ, et tout au long du 2e siècle après Jésus-Christ, on a un véritable boom économique qui tourne autour de cette agriculture viticole spéculative. C'est-à-dire qu'on va faire du vin quand même en très grande quantité. Bonjour. Bon, on est content de vous recevoir au Mas des Tourelles. Alors vous êtes en plein cœur des Costières de Nîmes. Et on va aussi faire un petit voyage vers l'époque romaine. Attendez, on arrive sur un olivier, bien sûr. La vigne s'accroche à l'olivier. En fait, les Romains aimaient beaucoup faire pousser de la vigne sur des supports, que ce soit des échalas en bois ou que ce soit des arbres vivants.
Il y a même un joli texte qui dit qu'il faut conduire la vigne sur un arbre vivant de manière à ce que la vigne et l'arbre, en se mariant, le fruit de leurs amours soit des grappes. Donc c'était une interprétation botanique que je leur laisse, mais qui est intéressante parce que vous pouvez voir, ce qui est toujours un spectacle assez merveilleux, une grappe de vigne se marier aux olives dans ce que les Romains pensaient être une des belles méthodes de conduite de la vigne. Autre lieu incontournable de la visite, c'est la cave gallo-romaine qui exhibe, entre autres, un pressoir grandeur nature utilisé il y a 2000 ans par les Romains. Le bois est du chêne, puisque Caton nous dit de prendre du chêne. Il nous donne les mesures et les diamètres. C'est une machine compliquée, dangereuse, qu'il faut 4 personnes pour la servir. Et par contre, nous arrivons à extraire tout le jus qui reste dans les raisins. Et ce jus, une fois qu'il est dans les 2 cuvons, nous le reprenons avec des seaux en bois et nous remplissons ces dolias. Les dolias, ce sont des jarres que vous avez là sous les yeux. S'il y a un message à faire passer, c'est la continuité des choses. Ce que nous avons reconstitué il y a 2000 ans et que nous pouvons bien vivre et comprendre au quotidien par sa reconstitution ne nous est pas étranger. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, nos ancêtres, au sens large du terme, le faisaient déjà. Peut-être avec d'autres méthodes, mais le fond était le même. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier d'agriculteur et dans ce métier de vigneron, c'est de savoir que l'on est toujours dans un don total de l'homme du moment, appuyé sur des traditions et appuyé sur un savoir-faire. Nous quittons Beaucaire pour rejoindre Saint-Gilles et le Moulin des Costières, un domaine familial où Marcel et Fabien Jean-Jean élèvent 8 variétés d'olives au cœur de 10 000 oliviers. Vertes croquantes ou noires fondantes, elles chantent toutes le soleil du midi. Alors là, vous avez, c'est une pichouline, c'est une olive qui est un peu allongée, on dirait un ballon de rugby. C'est une olive qui est très craquante à l'apéritif, qui se mange toute l'année à l'apéritif. C'est une olive typique de ses goûts spécifiques. Pour l'huile, c'est une olive qui est extrêmement fruitée, légèrement amère, avec un goût très prononcé sur l'artichaut. C'est une olive qui se conserve très bien et qui est très très bonne contre le cholestérol. À peu près une personne ramasse à peu près 11 à 12 kg par heure d'olive à la main. Hein, voilà. Donc c'est quand même c'est pas rapide quoi. C'est quand même assez long. Hein.